Bonsoir aux personnes présentes ce soir. On a le plaisir d'accueillir Bruno Macou qui va nous présenter, nous parler de provocation, d'épreuves, ce qu'on appelle la thérapie ordalique, et de rhétorique. Alors, merci Alain de m'avoir invité et Avec merci plaisir. aux gens qui sont présents. Donc oui, effectivement, le titre c'est Provocation, épreuve et rhétorique en thérapie. En fait, chers confrères et consoeurs, je ne sais pas si je dois être ravi de faire cela avec vous ce soir. Car en effet, je n'aime pas mon métier. Je ne l'aime pas. Par la thérapie, des milliers de personnes vont plus mal aujourd'hui qu'hier. La thérapie fait croire des choses stupides. Sur la thérapie, des milliers de professionnels, d'auteurs ont écrit des livres, des articles, ont posté des propos dégoulinants ou des morceaux lénifiants. Sur la thérapie, un homme raisonnable, Coluche, a écrit « Les psychiatres, c'est très efficace. Moi, avant, je pissais au lit, j'avais honte. Je suis allé voir un psychiatre, je suis guéri. Maintenant, je pisse au lit et j'en suis fier. » Mais ce soir, chers confrères et consoeurs, laissez-moi vous faire une confession. Lorsque je vous imagine plein de curiosité et d'attente, moi aussi, j'ai envie d'aimer mon métier. Je ne vais pas vous dire que mes impatients vont mieux ou plus mal. Ils vont. Je vais sans doute vous dire des choses stupides, dégoulinantes, lénifiantes, car on est toujours l'idiot de quelqu'un. Alors je vous prie d'écouter cet idiot ou pas. Le complexe d'Oedipe, un postulat, pas une vérité. Cet inconscient protecteur, un postulat, pas une vérité. Laissez faire l'inconscient, il sait tout. De même, la thérapie transgénérationnelle, transpersonnelle, identique. L'hypnose conversationnelle, quantique, spirituelle, énergétique, un postulat, pas une vérité. Alors pourquoi, et je ne vous pose pas la question, pourquoi je ne poserai pas le mien? Je le pose. Nos impatients, car tel est le nom que je leur donne, ne viennent pas pour changer, mais pour nous prouver que c'est impossible. Relevons le défi. Rusons. Et encore une fois, ce n'est pas une vérité, c'est un postulat. Mais rendons à César ce qui est à César. Ce postulat, on le retrouve chez Milton Erickson, Jay Haley, Frank Farelli ou Malarevitch, et sans doute bien d'autres. Le postulat posé, la personne vient et en disant « je veux que cela change ». Ah bon? Faut pas me la faire. L'homo sapiens est une espèce affabulatrice qui croit dans ses mensonges. Cette phrase n'est pas de moi, hein, mais de Julien Duy, historien affilié au laboratoire d'anthropologie sociale. C'est un article qui est paru dans le magazine Epsilon de février 2023. Alors, pour illustrer mes propos, je vais prendre comme étude de cas, la plupart du temps, une personne venant à mon cabinet pour perdre du poids. Je ne peux pas nier que la personne qui vient avec une demande de changement. J'ai quelques kilos en trop, je suis en obésité, je fais de l'hyperphagie, je suis boulimique ou je grignote, peu importe. Puis vient malgré tout la petite phrase « J'ai tout essayé, vous êtes ma dernière chance ». Il faut donc sous-entendre derrière cette phrase, derrière ces propos, changez-moi cela. En fait, l'impatient vient pour changer, mais résiste au changement. Car pourquoi sinon serait-il là? Il n'a qu'à changer, non? Il viendrait pour obtenir des conseils,
Sans doute. Les conseils, c'est toujours bon à prendre. Mais cela ne tient pas la route. Car le plus souvent, il est le champion du monde de la perte de poids. Si, faites le calcul de ce qu'une personne en obésité a perdu comme poids dans sa vie. Non, il vient juste pour déléguer sa responsabilité. Il veut changer sans changer. Il vient pour nous prouver que c'est impossible. C'est notamment vrai pour les consommateurs de thérapie, ceux qui ont essayé 1000 trucs et qui viennent nous dire « vous êtes ma dernière chance ». Discours d'ailleurs sans doute entendu par les autres thérapeutes. Je remarque d'ailleurs que souvent les personnes qui ne reviennent plus sont celles qui ont commencé à changer. Surprenant, non? On ne peut cependant pas dire à nos impatients, même sous une forme obscure ou humoristique, « vous venez me voir pour que je ne change rien ». Il ne s'agit pas de prendre la personne à défaut, de la placer devant ses contradictions. Et puis nous, on a intérêt à ce qu'ils reviennent pour faire bouillir la marmite, n'est-ce pas? Il faut donc être stratégique. Supposons que l'impatient accepte d'admettre « je suis gros ». Il va justifier son comportement par un « je suis gros, mais c'est parce que », ce qui va immédiatement l'amener à nous dire « je ne peux pas faire autrement ». Notre rôle est alors de lui faire renoncer à ce « je ne peux pas faire autrement » pour l'amener à « je ne veux pas faire autrement ». Nous devons dépasser le « les gens changent s'ils le peuvent » par un « les gens changent s'ils le veulent ». Si on ne change pas, c'est qu'on ne le veut pas. Et si on change, c'est qu'on le désire. Notre rôle est donc bien de rendre ce désir infalsifiable. Oui, mais pour cela, on doit ruser, voire mentir, et de toute façon être stratégique. Il s'agit d'utiliser les contradictions de la personne de la même façon qu'elle utilise ses résistances. Sa demande est un paradoxe, la stratégie du thérapeute doit être paradoxale. Cette première partie, on va parler de la provocation comme stratégie. Mais vous allez me dire, mais provoquer qui? Provoquer la personne? Je vous entends déjà dire que ce n'est pas très bienveillant. Non, provoquer le symptôme, pas la personne. Il s'agit bien de provoquer le symptôme, et je le répète, le symptôme, pas la personne. Cependant, j'entends déjà des échos me murmurer à l'oreille « Il faut y aller doucement, Bruno, car les gens sont fragiles. » Non, le client n'est pas fragile. Ou alors, me dire « l'impatient est quand même le mieux placé pour savoir ce qu'il veut. » Non, il n'est pas le mieux placé. Alors vous allez pouvoir me dire « j'ai compris, il faut pousser la personne à changer son comportement. » Ah non, non, pas du tout. Il faut pousser la personne à poursuivre son comportement. Et ainsi, celui-ci aura tendance à adopter des comportements plus positifs. Vous pourrez aussi me murmurer, mais on doit rester dans la carte du monde, du patient, du client, de l'impatient. Non, car en sortant de sa carte du monde, par révolte, la personne aura tendance à se comporter d'une manière opposée. De nouveaux postulats, donc, qui ne sont pas des vérités, juste des postulats. Ceci étant dit, quelle doit être alors la posture du thérapeute? On pourrait me dire, il n'est pas bienveillant avec ce que tu nous dis. Ah bon? D'accord. Mais en fait, le thérapeute fait la différence entre la provocation à court terme pour l'efficacité à long terme et la bienveillance à court terme pour une inefficacité à long terme. C'est un choix qu'on doit faire. Par exemple, une personne pourrait dire « j'ai quelques kilos en trop, mais ce n'est pas bien grave. » Pas bien grave, mais d'ici quelques années, je vais vous retrouver à l'hôpital avec des tuyaux dans le nez.
le thérapeute doit être aussi un menteur. C'est vrai, je mens. Mais si c'est pour servir le client. L'honnêteté provoque souvent de l'incrédulité, de la méfiance. Mais quand on ment, les gens nous croient. Par exemple, vous pensez pouvoir faire quelque chose pour moi, faire quelque chose pour vous? Vous tombez bien, une nouvelle méthode que je maîtrise parfaitement fonctionne à 85% pour des gens comme vous. Mais vous pouvez décider d'être dans les 20 ou 15% chez qui cela ne fonctionne pas. Faites un choix. Mais en même temps, il est menteur, le thérapeute, il doit être menteur, mais en même temps, il dit ce qu'il ressent. Il est authentique, car l'esprit humain a aussi besoin d'authenticité, de vérité. Cette personne vient et me dit, je suis fort, non? Oh non, moi je trouve que vous êtes gros. Moi, je suis authentique. Je dis ce que je vois. Je dis surtout ce que la personne pense d'elle-même sans me le dire. Le thérapeute doit aussi centrer le problème sur le symptôme. Vous êtes important, le symptôme ne l'est pas. Ce n'est pas vous que je provoque. Le thérapeute doit aussi préfigurer un futur noir. Il montre les conséquences sociales du comportement. Il dit l'impensable, dépasse les tabous. Vous ne voulez pas vous soigner? Je ne peux que vous donner raison. Cela coûte cher à la société. Cependant, j'aurais bien voulu vous embrasser après votre guérison, laissant déjà prévoir que la personne peut guérir si elle se soigne, puisque je lui dis après votre guérison. Le thérapeute prend aussi le parti des méchants, incitant ainsi le client à prendre celui des bons et à se comporter de façon normale. Je vais vous donner l'exemple d'une personne kleptomane que j'ai reçue d'ailleurs à mon cabinet. Vous souhaitez arrêter les séances? Zut! Mais c'est vrai qu'avec les ressources personnelles que vous possédez, il est clair que ces séances ne servent à rien et que vous pouvez vous en tirer dans la vie. Attendez, me dit le patient, j'ai trouvé un travail honnête comme serveur. Et pourquoi diable voulez-vous passer 8 heures par jour debout quand vous pouvez gagner autant d'argent avec quelques passe-passe, avec un clin d'œil que j'ai fait, dans le magasin, dans les magasins? Le patient. Allez-vous arrêter? Je suis devenu honnête, je vous dis. Ah, vous avez raison. Ces séances ne servent plus à rien. Si vous avez quelques questions. Ça a été la fin de la thérapie? Bah bien sûr, oui. Dans tous les cas, de l'acte thérapeutique. La thérapie, c'est toute une vie. Oui, bien sûr. Mais de l'acte thérapeutique, oui. Alors, comment ça me paraît, je trouve ça super intéressant comme approche. Et ça m'est arrivé de le faire, mais franchement pas avec tout le monde. Quand on a... Voilà, je l'ai fait à une personne qui me faisait tourner en bourrique, en gros. Enfin, qui voulait jouer à ça, exactement ce que tu décris. Donc là, je prends la mouche. Par contre, il y a d'autres personnes dont la blessure ne permet pas qu'on le fasse. La blessure ou qui arrivent dans un état émotionnel, j'aime pas le mot fragile, mais déjà très, très, très abîmé. Donc, pour moi, il faut vraiment le faire au ressenti, au feeling, et puis il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Mais oui, ça m'est arrivé, voilà. Moi, ça m'est arrivé, mais j'ai envie de dire peut-être pas avec n'importe qui. Voilà. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pratique l'hypnose humaniste, hein, c'est pas du tout la même que l'éricksonienne, donc peut-être que... Je voulais te répondre, Marie-Agnès, là-dessus, c'est que, en tous les cas, cette première partie qui est sur la provocation, ça a été mis en place par un psychiatre qui s'appelle Franck Farelli et qui était en milieu hospitalier, en hôpital psychiatrique, avec des personnes très fragiles.
Je vais continuer? Alors, juste là, c'est la question un petit peu que vient de soulever Marie-Agnès, c'est je ne me sens pas de le faire avec tout le monde. Est-ce que toi, Bruno, tu penses qu'il y a une limitation ou est-ce que c'est vraiment une approche qu'on peut utiliser dans la quasi-majorité des situations? Alors déjà, c'est une approche qu'on doit utiliser quand on se sent à l'aise avec cette approche. C'est comme tout. Après, il y a une certaine formation à avoir, il y a un entraînement à avoir. Il faut accepter de se planter, de faire des erreurs. J'en ai fait. Sans doute que j'en fais encore. Mais il faut d'abord se sentir à l'aise. Et l'objet de ce live aujourd'hui n'est pas de faire des aficionados de l'épreuve ou de la provocation. C'est juste de pouvoir ouvrir ces champs des possibles en tant que thérapeute, d'identifier que ça existe, comment ça existe, de quelle manière ça peut exister, puis d'en prendre une partie, tout, rien, peu importe. Mais d'abord, élargir son champ des possibles. Lorsque tu as eu, dans certaines situations, des réactions un peu vives des personnes que tu avais en face de toi, comment tu as géré ça? Avec humour. C'est l'humour qui sauve de tout, de toutes les situations. Il y aura un petit chapitre sur l'humour. On ne peut pas faire ce type de... Je n'ai pas compris tout de suite. Hein. On peut pas faire... Et j'ai pu aussi avoir quelques pots cassés. Hein. Mais on ne peut pas faire ce type de... Ni d'ailleurs dans l'épreuve qu'on verra bien par la suite, ni en provocation sans humour. Alors, j'avais lu le livre de Franck Farelli et je crois qu'à un moment, il expliquait qu'on pouvait comme ça provoquer beaucoup les personnes dès l'instant où les personnes ressentaient qu'il y avait une bonne intention derrière. Oui, bien sûr. En fait, la provocation, c'est pas une moquerie, c'est un questionnement qui se fait d'une manière qui n'est pas forcément très définie verbalement. C'est une approche globale. C'est pour ça que je disais, et il faut bien le montrer, on ne le dit pas comme ça hein, d'emblée, mais il faut bien montrer qu'on ne provoque pas la personne, qu'on provoque son symptôme. Quelque part, c'est une dissociation. C'est pas cette partie-là de toi que je provoque, c'est ton symptôme. Et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est une des techniques, on ne s'adresse pas à la personne, on s'adresse à son symptôme. On peut le tutoyer, son symptôme, alors qu'on vous voit la personne. Il faut bien faire la différence. Il y a plein d'outils comme ça, qui sont les mêmes outils qu'en dissociation avec l'hypnose, par exemple. Hein. Vous voyez l'un, tutoyez l'autre. Est-ce que ça nécessite une subtilité au niveau du langage, au niveau des intonations, au niveau des formulations également? Oui, ça nécessite un peu de... C'est pour ça que j'aborderai le terme de rhétorique. Ça nécessite quelques techniques de rhétorique, oui. Quelques techniques aussi d'improvisation. Bon, j'ai un peu cet avantage parce que dans une partie de ma vie, j'ai été comédien, donc ça joue, sans doute. J'ai fait un peu de théâtre forum. Mais oui, oui, oui. Oui, il faut d'abord se sentir à l'aise. Et puis, on court pas le marathon avant de s'entraîner. Hein. Il faut d'abord s'entraîner. Et puis, le seul terrain de jeu, c'est le cabinet. Est-ce que cette approche ressemble ou ressemblerait de loin à ce qu'on appelle un petit peu l'humour froid, où des personnes sont à exposer une réponse ou un questionnement, euh, où la personne a du mal à savoir si c'est vrai, si c'est faux, si c'est moqueur, si c'est vraiment de la curiosité.
être toujours sur le fil du rasoir dans une ambiguïté entre deux mondes. Tout le temps sur le fil du rasoir. La personne doit tout le temps se demander, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Donc là, tu amènes la dissociation là, en faisant ça, parce que la personne est constamment à balancer entre les deux possibilités, et à chaque questionnement, elle aussi entre elle et puis son problème, le problème et elle. Ok. C'est tout l'art de l'improvisation. Oui, mais ça se travaille et puis il faut y aller, quoi. Sinon, on n'y arrive pas. Hein. Si on ne s'entraîne pas, on n'y arrive pas. Et on n'est pas obligé d'y aller avec, une division de chars hein, au début. On peut y aller, je ne sais pas moi, avec des chars avec des fleurs au bout des fusils, j'en sais rien. On peut y aller doucement. Hein. Je vais amener quelques techniques maintenant. Ok, allez, Je on vous dis t'écoute. la technique en quelques mots. Première technique, c'est le thérapeute montre l'avantage du symptôme. Je vais vous donner un exemple avec un burn-out qui était dû à une incapacité à dire non à ses chefs. Voilà ce que j'ai dit. Il suffirait de prolonger cet arrêt de travail, n'est-ce pas? Plus besoin de vous rendre dans ce lieu, n'est-ce pas là tentant? Plus besoin de vous écraser devant vos chefs, de leur cirer les bottes, d'être cette loque que vous êtes. Qu'en dites-vous? Allez-y, parlez à voix haute. C'est votre carte maîtresse, n'est-ce pas, cet arrêt de travail? Plus besoin de dire oui. Je montre l'avantage du symptôme. Notre technique, c'est le thérapeute vérifie la réalité. Un exemple aussi de cabinet, une relation conflictuelle avec un enfant. En fait, le but, c'est d'imaginer les modèles de pensée les plus moches, permet souvent d'être près du but. Je sais, vous frappez votre enfant? Non. Votre femme alors? Non. Des attouchements sexuels? Enfin, vous êtes fou. Vous ne vouliez pas de cet enfant. Blanc. Je sais le problème. Après, il y a tourner en dérision les pourquoi. Bon, là, je vais faire un petit aparté. Je tiens à m'excuser auprès de mes confrères et consoeurs, hein, plus souvent les plus nombreux, qui font du pourquoi militant ou sans en avoir l'air. Là, je vais faire preuve d'apostasie. Hein. Je ne suis pas un thérapeute du pourquoi, désolé. Donc, une personne qui me dit, bon là, c'est un exemple comme ça, hein, qui me dit, mais pourquoi j'ai ces tocs? Vous voulez savoir pourquoi vous avez ces tocs? Et là, je baisse les bras, un peu découragé. Il y a des mystères dans la vie, peut-être le destin, ou alors ces différentes théories que vous pourriez choisir. Je ne sais pas si, ou si vous, ou encore si... Je tourne en dérision le pourquoi. Ça me permet d'évincer le pourquoi. Elle fera son tri. Je peux aussi donner des messages contradictoires. Ça permet d'élargir les possibles. Vous devriez faire ceci. Je sais, c'est ceci que vous devriez... Non, 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 non. Vous devriez faire cela, ou peut-être encore... Peut-être ceci. On peut aussi esquiver ou détourner la demande. Ça, je le fais systématiquement. Il est courant de demander à l'impatient « Qu'est-ce que vous voulez changer ?» Ce n'est pas ainsi que je procède. Je commence par « Qu'est-ce que vous ne voulez pas changer ?»
Cela me permet de trouver ces ressources et cela me permet surtout de détourner la question du changement, de ne pas me faire piéger par la demande. Par contre, je peux rester sur cela très, très longtemps, parfois même plusieurs séances. Refuser de parler de ce qu'il veut changer. Pas toujours le cas, hein. Des fois ça dure que 15 minutes. Hein. Il y a une autre technique. Est-ce que le fait de perdre du poids est une chose supportable pour vous? La personne pourra alors dire, mais bien sûr que c'est supportable, c'est insupportable ce que je vis. Mais plus elle critique le point de vue sous-entendu par la question, plus elle imprègne l'idée qu'effectivement le fait de s'alléger peut ne pas être une bonne chose. En tous les cas, pas une chose forcément supportable. On pourra alors entendre, oui, bon, bien entendu, parfois, gros, ça me protège, quoi. Ou bien, oui, manger, c'est mon seul plaisir. Une autre technique, je l'ai abordée tout à l'heure, c'est l'humour. Sans humour, tous ces propos sont hors de portée de l'impatient. L'humour permet au thérapeute de captiver l'attention de son client, de sorte que ses messages puissent l'atteindre. L'humour permet de surprendre le client quand il s'y attend le moins, et ainsi contourner ses défenses. L'humour rend aussi la thérapie plus amusante. L'humour permet de ne pas se faire trop chier pendant la séance. Mais parfois, s'il est bon d'utiliser l'humour, souvent, il n'est pas forcément meilleur d'en abuser. C'est le dosage. Les blagues à toto, ce n'est pas forcément l'humour le plus judicieux. Voilà pour cette première partie, l'épreuve comme la provocation en thérapie. Je veux bien encore répondre à quelques questions avant d'aborder l'épreuve comme stratégie. Alors, moi, j'en aurais une. Quand tu pratiques, tu souhaites atteindre un certain niveau d'exaspération, une espèce de point de rupture, sans forcément dépasser ce point de rupture, où là, tu peux reprendre en main les choses, probablement. Est-ce que c'est vraiment ça que tu cherches à chaque fois, ou alors tu laisses vraiment venir comme ça vient? Je cherche surtout la révolte. Et notamment la révolte contre le thérapeute, parce qu'en se révoltant contre le thérapeute, la personne se révolte contre son symptôme, puisque je ne m'adresse pas à la personne, je m'adresse à son symptôme. Je recherche le combat. Parce que dans une situation, quelle que soit la situation, on a 3 solutions. Combattre, fuir ou rester figé. Est-ce que tu penses que c'est ça le point de rupture, le point moteur, le point de basculement qui fait que le changement s'installe? Oui. Puisque j'ai dit comme postulat que le postulat, c'est que les gens ne viennent pas pour changer, elles viennent pour nous prouver que c'est impossible, en tous les cas, très difficile. À partir du moment où je ne rentre pas dans son jeu, mais moi je sais qu'elle ne vient pas pour changer, sinon elle changerait. À ce moment-là, quand elle se met en situation de combat, de révolte contre le thérapeute, donc de révolte contre son symptôme, eh bien elle change sans en avoir l'air, elle ne sait même pas qu'elle change. Parce que si elle savait qu'elle change, elle ne changerait pas, ou elle ne changerait plus, en tous les cas au début. Alors, si tu veux poursuivre avec la deuxième partie, donc après la provocation, l'épreuve. Alors, je vais d'abord vous parler du pouvoir de Don Camillo. Ça vous parle, Don Camillo? Non, ça vous parle, je suis trop vieux. Vous ne connaissez pas Don Camillo? Ah, c'est une trilogie avec Fernandel, c'est ça? Trilogie cinématographique. Oui, j'ai eu peur. Nous, thérapeutes, sommes les nouveaux prêtres de la société moderne. Je vais vous lire une phrase
qui est sur ma table de nuit de Franck Farelli, donc le psychiatre qui était en HP. Cette phrase, franchement, je l'aime beaucoup. Il nous appartient de descendre dans l'égout personnel de l'impatient. Bon, lui, il disait patient, hein. Moi, comme je n'ai pas le droit. Il nous appartient de descendre dans l'égout personnel de l'impatient, de se vautrer dans sa merde et de lui dire « Viens, n'aie pas peur, l'eau est bonne ». Nous, thérapeutes, sommes les nouveaux prêtres de la société moderne. Alors, tels des prélats, nous écoutons les confessions et nous donnons des pénitences, 2 ave et 3 pater. C'est ce que nous appelons comme thérapeutes des prescriptions de tâches. Mais l'évêque ne connaît pas ces ouailles. Donc Camillo, curé de campagne, les connaît parfaitement. L'évêque ne peut pas être stratégique, puisqu'il ne connaît pas ses ouailles. Donc Camillo peut être stratégique. La question est comment faire en sorte que cette prescription soit suivie. Et là, je vais rajouter le doit-elle d'ailleurs. L'épreuve, ce n'est pas une tâche, ce n'est pas une prescription de tâche. Qu'est-ce qu'une prescription de tâche? C'est une chose que l'on demande de faire afin d'obtenir un effet physiologique, psychologique, symbolique, peu importe. Par exemple, prendre un médicament est une prescription de tâche. Mais si la personne ne prend pas ce médicament, on n'obtient pas l'effet attendu. La difficulté est donc bien ici de faire respecter cette prescription. Mais dans l'épreuve, c'est bien de ça que je vous parle aujourd'hui, de l'épreuve. C'est tout l'effet inverse que nous attendons, que la personne ne respecte pas notre prescription. L'épreuve n'est donc pas une prescription de tâche. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous parler de M. Toquet. Oui, quand je reçois les clients, je dis tout le temps monsieur et madame. C'est comme dans les monsieur et madame. Vous connaissez les petites bandes dessinées monsieur et madame? Voilà, moi, là, c'est monsieur Toquet. Monsieur Toquet ne peut pas s'empêcher de vérifier 5 fois que sa porte d'entrée est bien fermée. Prescription de tâche. Monsieur, je vais vous demander simplement de vérifier 5 fois que votre porte est bien fermée, mais de la main gauche. Épreuve. Monsieur, la prochaine fois que vous vérifierez plus d'1 fois que votre porte est bien fermée, alors vous ferez 30 pompes. À ce stade, vous ne pouvez pas, sans doute, percevoir totalement la différence. Un peu de patience. Le postulat de l'épreuve. S'il rend plus difficile pour une personne d'avoir un symptôme que de l'abandonner, alors la personne abandonnera le symptôme. Commencez à saisir? Mais pourquoi 30 pompes, me direz-vous? Patience. Les présupposés. Et là, vous allez comprendre qu'il existe un lien entre l'épreuve et la provocation. Les présupposés sont les suivants. L'impatient peut tout. Il peut changer de façon spontanée, radicale et permanente. L'impatient qui veut changer trouve les moyens, les autres trouvent des excuses. L'impatient vient le plus souvent pour se prouver et prouver au thérapeute qu'il ne veut pas changer. L'impatient n'est pas une victime aveugle et impuissante de son inconscient. Premier grand présupposé, c'est donc l'impatient peut tout. Deuxième présupposé dans l'épreuve, l'impatient est important, le problème ne l'est pas. Le thérapeute n'a pas besoin de connaître la cause du problème pour provoquer un changement. Le thérapeute n'a pas besoin de bien connaître le problème pour provoquer un changement.
le thérapeute a besoin de connaître l'impatient pour provoquer un changement. Le thérapeute oublie le problème pour se centrer sur les solutions. Le thérapeute provoque une réaction de combat face à un problème, car c'est préférable à la fuite ou au fait de rester figé. En fait, c'est une technique simple. Imposer une épreuve appropriée au problème de l'impatient. C'est ça la technique. Imposer une épreuve appropriée au problème de l'impatient. Une épreuve qui cause une détresse au moins égale à celle du symptôme. C'est mieux quand c'est pire. Et si ce n'est pas suffisant, on augmente l'amplitude. Je vais vous parler de Madame Canapé. Je me suis trompé, c'est pas Madame Canapé, on va en parler après. Toqué. Je ne connais pas la cause de son problème, la cause de son toc. Je vais donc me centrer sur une solution. Mais par contre, je connais M. Toqué. C'est un homme à l'allure chétive et pas sportif pour dessous. Commencez un peu à comprendre. Il préféra ne vérifier qu'une seule fois que de se soumettre à la torture des pompes. Et puis, s'il fait des pompes, ça lui fera du bien. Le but ne donc pas que la personne fasse la prescription, les pompes, c'est qu'il ne les fasse pas. Mieux vaut abandonner son symptôme que de faire les 30 pompes. Je connais bien monsieur Toqué, il est chétif. Rien qu'une pompe, je pense que ça serait le bout du monde pour lui. Donc c'est totalement personnalisé. C'est une technique simple, mais avec des règles strictes. L'impatient doit pouvoir réellement surmonter son problème. Si c'est insurmontable, je ne sais pas moi, du style… Les 30 pompes sur un seul bras. Oui, ben voilà, j'étais un peu embêté. Faire les pompes sans les bras, c'est pas possible. Donc il faut que… Non, mais il faut que le problème puisse être surmonté. Donc ça doit être aussi une épreuve que l'impatient peut faire. Faire des pompes sur la tête, voilà, c'est pas possible. L'épreuve doit aussi avoir un début et une fin clairement définis, établis. Et surtout, de dire, je vous demande de faire ce qui est utile. Jamais je ne vous demanderai de faire ce qui est inutile. Là, en l'occurrence, j'estime que c'est utile. Mais pour ce faire, il faut être rusé. Il faut utiliser la ruse comme stratégie. Car accepter, c'est déjà renoncer. Rien que le fait d'accepter cette épreuve, c'est déjà accepter de pouvoir renoncer à son symptôme. Mais nous voici donc revenus à la difficulté principale, comment faire accepter cette épreuve. Mais on va peut-être s'arrêter là pour répondre à quelques questions, avant de voir les types d'épreuves. Bon, vous m'entendez là? Très bien. Ok. Je voulais poser une question sur la durée de réussite, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce que quand la personne, elle a oublié, au bout d'un moment, elle a oublié et à la fois son symptôme et puis à la fois la prescription, quoi, quand elle a surtout oublié la prescription, est-ce que il y a un risque ou pas? Est-ce que ça peut revenir? C'est la question, est-ce que son symptôme peut revenir? La prescription… Il y a une question de mémoire aussi, de la prescription qui est épouvantable. Hein. Enfin voilà, enfin, j'espère. Peut effacer par contraste, mais une fois que voilà, les deux sont un peu oubliés, puis surtout la prescription, est-ce qu'il C'est à peut… vie. Oui, c'est à vie. Ça, vous avez pu le vérifier. Non, mais quand je dis c'est à vie, c'est que l'épreuve est une épreuve
que la personne porte en elle à vie. Ah oui, elle l'a enregistrée à vie, quoi. C'est ça? Non, c'est-à-dire qu'elle doit la respecter à vie. Si son symptôme D'accord. revient, elle refait la prescription, elle est toujours valable à vie. Il faut qu'elle refasse 30 pompes. D'accord. Donc ça, c'est suggéré, en fait, dans la... Je vais vous dans les raconter séances. une anecdote de Milton Erickson, un monsieur qui n'arrivait pas à dormir. Milton Erickson avait enregistré que ce monsieur ne supportait pas l'odeur de la cire pour faire les parquets. Et donc, il lui avait demandé, à chaque fois que vous ne dormirez pas, vous vous lèverez et vous cirerez vos parquets pendant toute la nuit. Bon, il n'y a jamais dû cirer les parquets. Hein. Mais plusieurs années, je ne sais plus combien d'années plus tard, il y a quelqu'un qui avait rencontré ce monsieur, c'est un journaliste, et qui faisait une enquête, il avait été revoir ce monsieur. Et qui lui avait posé la question, et vous dormez bien? Ben oui, oui, maintenant je dors bien. Mais comment ça se fait que vous continuez à bien dormir? Ah non, mais parce que si je ne dors pas, ce fou d'Erickson va encore me demander de cirer les parquets. Ah, ok. Donc c'était resté, en fait. Elle est à vie, oui. D'accord. Autre question? L'objectif, en fait, est de trouver une contrainte qui soit à la fois suffisamment acceptable et suffisamment contraignante pour se substituer aux symptômes. C'est ça. Mais il faut avoir de l'imagination. Au début, il faut les préparer, les prescriptions. Et ça vient à quel Les moment épreuves. dans la séance? Ça se situe quand tu suis une personne, euh, tu, tu- tu sens qu'il y a un moment où la personne est mûre pour donner cette prescription de tâche, ou alors tu l'as dans un fonctionnement que tu as cadré, tu dis, ben voilà, la deuxième ou la troisième séance, tu vas le poser. Non. Au début, je ne faisais jamais à la première séance. Maintenant, je suis beaucoup plus aguerri, ça peut m'arriver. Rarement, mais ça peut m'arriver. Non, c'est vraiment quand l'intuition me vient, quoi. Hein. Il n'y a pas de... J'ai pas un schéma pour ça. J'ai pas un protocole à tel moment, il faut mettre une prescription, enfin une épreuve. Non, non. Est-ce que c'est globalement bien accepté par tes sujets? Oui, mais c'est non seulement bien accepté, mais toute la ruse, c'est qu'ils ne peuvent pas ne pas la faire, respecter l'épreuve. Mais ça, c'est dans la deuxième partie que je vous donnerai le truc. Pas maintenant. Bon, donc si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements? D'autres personnes ont envie de poser une question? Eh bien, on continue. Alors, Très bien. Les types d'épreuves. Bon, il existe plusieurs types d'épreuves possibles qui seraient bien trop longs à détailler ici et qui ont déjà fait l'objet de formations complémentaires. Mais on peut noter cependant quelques types d'épreuves, sans entrer dans le détail. Y aller à chaque fois que. Chaque fois que, vous ferez ça. Ça, c'est un type d'épreuve. Il y a la prescription de symptômes. Il y a la programmation des symptômes. Il y a aussi si l'un, alors l'autre. Ça, c'est quand les personnes ont deux symptômes particuliers. Il y a aussi le thérapeute comme épreuve. Le thérapeute peut être l'objet d'une épreuve. Et puis, il y a les épreuves systémiques. Ça fait aussi l'objet d'une formation complémentaire parce que les épreuves ne sont pas forcément axées que sur une personne. Elles peuvent être axées sur la systémie. Après, je vais quand même vous dire ce qui n'est pas une épreuve. C'est important de le savoir. Emprisonner quelqu'un qui a volé, ce n'est pas une épreuve. C'est une peine. L'épreuve n'est pas une peine. Faire se déshabiller son client n'est pas une épreuve, c'est une faute.
D'ailleurs, je le rappelle, on ne couche pas avec son patient, même pour les vétérinaires. Alors, mettons les choses au clair. La personne doit expérimenter l'épreuve de son plein gré. La personne doit retirer que du bien de ce nouvel apprentissage. Prescrire une épreuve exige des compétences, de la créativité et de l'humour. Une épreuve se prépare. On n'est pas tous des Erickson. Et une épreuve doit être désintéressée pour le thérapeute. Sauf satisfaction à aider une personne à changer. Voilà pour les épreuves, hormis ce que je vais apporter en deuxième partie. Je vais aborder maintenant, mais brièvement, parce que c'est quelque chose auquel je tiens, mais qui est un apprentissage très long, c'est la rhétorique au service de la thérapie. Vous allez peut-être vous poser la question, mais que vient donc faire la rhétorique en thérapie? Elle est partout, dans les discours politiques, comme dans les spots publicitaires, dans les réunions professionnelles, comme dans les dîners de famille, dans les entretiens d'embauche, comme dans les rendez-vous galants, elle est partout. Pas un jour ne passe sans que nous ayons à défendre une idée, un projet, un produit et à nous protéger contre d'éventuelles fourberies. Alors pourquoi ne serait-elle pas présente en thérapie? Que cela ne plaise ou non, convaincre est un pouvoir. Et nous devons justement convaincre notre impatient de changer, alors qu'il vient pour ne pas changer. Avouez que ça mérite un peu de rhétorique. Et nous devons justement décortiquer son discours pour ne pas tomber dans sa propre fourberie de nous dire « je viens pour changer » alors qu'il ne veut pas changer. Donc je pense qu'effectivement, le thérapeute a tout intérêt à apprendre à maîtriser l'art de la rhétorique. Apprendre à manipuler pour servir. Parce que la rhétorique n'est ni innée, ni inexplicable. Elle repose sur une technique et elle obéit à des règles strictes. Elle mobilise des procédés, des stratagèmes, des outils. L'art de convaincre son impatient de changer est un outil trop grand pour ne pas s'en servir et ne pas le partager. Je vous donnerai là, je peux le donner, là, la référence d'un livre qui est intéressant à lire, pas sur tout. Oh, je fais une bêtise, voilà. C'est un livre je mettrai ça en commentaire, de Clément Viktorovitch, qui s'appelle « Le pouvoir rhétorique ». Je pense que c'est important de maîtriser un certain nombre d'outils de rhétorique au service de la thérapie. Voilà. Je peux répondre à quelques dernières questions avant de passer à la deuxième partie, bien plus courte. Donc, si vous avez des questionnements, sinon, Bruno, est-ce que tu dispenses des formations par rapport à ces pratiques? J'ai dispensé des formations en gestion du poids, en thérapie provocatrice, en thérapie ordolique. C'est comme ça que je l'appelais auparavant. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que l'appelle Jay Harley, mais j'aime pas ce mot-là. Je préfère la thérapie par l'épreuve. J'en fais plus pour l'instant. J'en ferai d'autres, mais pas sous forme de présentiel, ni sous forme de Zoom en direct. Je le ferai par petites pastilles de 15 minutes que les personnes pourront regarder en replay avec une séance de questions-réponses une fois par mois. Voilà, c'est comme ça que je procéderai les fois prochaines. Sinon, est-ce que, en dehors du livre de Viktorovitch, tu aurais d'autres ouvrages
Ah oui, bien d'autres sûr. références qui peuvent La intéresser. thérapie stratégique de Jay Haley, la thérapie provocatrice de Frank Farrelly. Voilà, c'est à peu près les 3 livres qui sont importants. La thérapie stratégique de Jay, et j'oublie de Jay Haley aussi, bien sûr, mais là, il est plus trouvable. Moi, j'ai réussi à l'avoir dans une université. C'est Ordeal Thérapie de Jay Haley. Bien, bah, écoutez, tout le monde pourra faire ses recherches, essayer de se procurer ces documents intéressants. Bien entendu, la question qu'on m'a tout le temps posée et qu'on continuera de me poser, c'est vrai d'ailleurs pour la prescription de tâches, c'est comment faire accepter ça? Comment faire accepter l'épreuve? Notre seul objectif, c'est le résultat. J'espère que vous avez bien compris la différence entre une prescription de tâches et l'épreuve. Pour faire accepter cette épreuve, je le répète, il faut pouvoir mentir, il faut pouvoir ruser. Et c'est de cette manière-là qu'on est bienveillant, parce qu'on obtient des résultats. Pour moi, la seule bienveillance, c'est le résultat. Alors nous disons ce que nous pensons et ce que nous ressentons. Nous devons être authentiques et en même temps nous mentons et nous rusons pour servir la personne. Et je vous l'ai dit, quand les gens mentent, ils nous croient. Alors déjà, la première des choses que je fais, c'est de dire, j'ai un truc à vous proposer. Un truc qui est prouvé scientifiquement. C'est un procédé, donc c'est la partie, c'est prouvé, monsieur ou madame. C'est prouvé. C'est un procédé qui réussit très facilement pour des personnes comme vous. C'est prouvé scientifiquement par de nombreuses études, etc. Et j'en rajoute, et j'en rajoute, et j'en rajoute. C'est un procédé garanti. C'est un nouveau traitement révolutionnaire pour traiter votre problème. Vous pouvez en inventer plein comme ça. Je peux même inventer des publications bidons. Ouais, je mens. Je suis un thérapeute qui ment. Je suis un homme qui ment aussi, sans doute. Ça n'existe pas, ça. Donc ça, c'est le c'est prouvé. 90% des personnes qui ont suivi ce protocole, 90% de ce protocole scientifique publié dans Nature ont réussi. Vous pouvez être dans les 10%, ça c'est votre problème. Inventez n'importe quoi. Je sens, c'est qui Anne-Lise? Oui, bien sûr, je comprends Anne-Lise. Mais je vais te rajouter ceci. La personne dit même pas vrai, hein. Je ne vous crois pas. Beaucoup d'impatients sont crédules à propos des propos du thérapeute. D'ailleurs, ils souhaitent prouver que le thérapeute a tort. Hein. Ça ne va pas marcher, votre truc. Ok, vous avez raison. Comment on va faire alors? Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas prouver que j'ai tort. Mais si vous le faites, peut-être que j'ai tort. Prouvez-moi que j'ai tort. Et ce qui est important là, c'est que je m'en fiche, moi, qu'elle me croit ou qu'elle ne me croit pas. Parce que rien que le fait de faire, c'est thérapeutique. Rien que le fait d'essayer, c'est déjà un pas.
Je n'ai pas besoin que l'impatient y croie pour que cela marche. J'ai juste besoin qu'il le fasse, cette épreuve. Donc, qui me croit ou qui ne me croit pas, je m'en fiche. Je peux mentir, puisque de toute façon, il va avoir des doutes. Mais moi, ce que je veux, c'est juste qu'il fasse l'épreuve. Donc, il y a le même pas vrai, il y a le c'est prouvé scientifiquement, vous pouvez en rajouter de tout ce que vous voulez. Et il y a le croire sur parole. Et c'est là l'astuce géniale d'ailleurs d'Erickson et de Jay Haley. Erickson comme ça empiriquement et Jay Haley qui l'a un peu théorisé. Je vais vous demander de faire quelque chose de très efficace pour des personnes comme vous. Ah ouais, ça marche à 90%, peu importe, vous trouvez ce que vous voulez. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est quoi? Ah ben non. Vous devez accepter sans savoir ce que je vais vous demander. Parce que sinon, ça marche vachement, mon truc, hein, 90%. Mais si je vous le dis d'abord, ça ne marche plus qu'à 10%. Et je leur dis aussi, hein, vous n'allez peut-être pas apprécier ce que je vais vous demander de faire, par contre. Sans doute même, allez-vous me détester et dire du mal de moi. Mais c'est quelque chose d'utile, car jamais je ne vous demanderai quelque chose d'inutile. Si je vous le dis, ça fonctionne qu'à 15%. Si je ne vous le dis pas, ça fonctionne à 95%. Vous pouvez bien entendu être dans les 5% et patati et patata. C'est quelque chose aussi que vous pouvez le faire. Jamais je pourrais vous demander quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Alors, la personne, elle hésite. Hein. Ah ouais, vous n'allez pas me dire ce que vous allez me demander. Non, 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 sinon ça ne marche pas. Désolé, je suis sérieux. Moi, comme thérapeute, je fais que les choses qui fonctionnent. Hein. Pas les choses qui ne fonctionnent pas. Hein. Et alors là, c'est le temps du mystère. Les personnes sont placées dans la situation où ils doivent accepter d'agir pour découvrir ce truc qui est garanti pour eux. Et de cette manière, ils s'engagent à accomplir la tâche, même s'ils n'y croient pas, parce qu'on s'en fiche, ça va produire son effet. Alors je laisse. Non, non, réfléchissez, on en reparle à la fin de la séance. Et à la fin de la séance, oui, j'ai réfléchi, monsieur, je suis d'accord. Vous êtes sérieux, oui, engagez-vous. Hein. Comme aux États-Unis. De toute façon, si vous vous engagez, je sais que vous êtes sérieux. Donc, si vous vous engagez, vous allez le faire. Mais des fois, je dis à la fin de la séance, vous êtes sûr que vous vous engagez? Oui, oui, je m'engage, bien sûr. Non, 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 je ne vous sens pas prêt. On en reparle la semaine prochaine. Je prends mon temps. Je laisse planer le mystère. Cela peut prendre une séance. Souvent même, je demande une décision à une autre séance. Et je flatte. Prenez votre temps avant de vous engager. C'est important. Et puis, je parle d'autre chose. Je reviens sur la prescription et je reparle d'autre chose. Je flatte, je sais qu'une personne honnête et sincère comme vous prend au sérieux un engagement et le respecte. Donc prenez, parce que si vous allez dire oui, je sais que vous allez le faire, c'est ça le truc. Demandez à la personne de s'engager sans même savoir ce sur quoi elle s'engage. Laissez-les pas des mystères, inventer des trucs. Il faut obtenir l'accord au préalable parce que une fois que l'accord est donné, c'est très compliqué de revenir en arrière. C'est un petit peu le principe du pied dans la porte de la technique de l'engagement où la personne ne peut plus refuser puisqu'elle a donné une partie d'elle-même dans cette action. Oui, puis il ne faut pas
faut savoir laisser planer le mystère, ne pas accepter le oui tout de suite. Il y a un loup, généralement, le oui tout de suite. Non, 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 non. Réfléchissez, madame. Trop important. En plus, je suis sûr que vous allez dire du mal de moi. Vous allez dire, il est fou, ce thérapeute. Non, 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 je veux bien paraître pour un fou, mais il faut que vous vous engagiez. Donc, réfléchissez, vous n'êtes peut-être pas prête. C'est du théâtre, hein. C'est un mensonge, Anne-Lise, des fois, oui, mais c'est un mensonge de théâtre, c'est un mensonge de pacotille. Des questions là-dessus? Après, je vais vous soumettre à une épreuve. Alors, est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est du mensonge? Parce que dans la mesure où les gens acceptent de faire ce que tu leur proposes, il y a vraiment 90% de chances que ça fonctionne. Oui, ben là où c'est le mensonge, c'est que des fois, quand j'en rajoute, que c'est publié, que c'est scientifique, c'est rien de scientifique, quoi. Là, c'est du mensonge. Oui, mais dans la réalité, après, si les gens acceptent, il y a de très fortes chances pour que ce que tu as dit en anticipation se transcrive dans la réalité de la personne. Donc, Oui, ben alors, tu fais bien de le dire, c'est vrai que je le note. Oui, une fois, une personne m'a dit, elle est revenue, puis je ne sais plus ce que j'avais donné comme épreuve. Elle est revenue et elle m'a dit, vous êtes qu'un gros menteur. Ben, je dis, oui, je le sais. J'ai regardé hein, le journal là, que vous m'avez dit, il n'y a pas du tout ça, hein, c'est pas noté. Hein. Je dis, ah bon, mince, je suis pris la main dans le sac. Et vous avez fait, je ne sais plus quoi, mettons, comme tout à l'heure, je ne me rappelle plus, les 30 pompes. Ah non, vous êtes fou, je n'ai pas fait les 30 pompes. Et vous avez vérifié qu'une seule fois. Bah oui, plutôt que de faire les 30 pompes, je dis, ouais, je suis vraiment un gros menteur. c'est ça qui est formidable, c'est que ils ont également la conscience de tout ça, ils ont compris, mais au final, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ça a fonctionné. Ouais, donc c'est du mensonge de pacotille, quoi. Puis les gens, ils savent bien à qui ils ont affaire, hein, quoi. Ils me connaissent quand même un peu, quoi. Alors, tu as raison de dire que c'est un jeu d'acteur, hein. Il faut proposer les choses avec tellement de conviction euh, pour que ce soit cru et accepté. Alors, après, il y a une astuce aussi à faire, par exemple, pour ceux qui sont hypnos. Moi, ça m'arrive en tout ou partie, de faire à la fois de la provocation, mais je provoque du coup pas la personne, mais l'inconscient, ou de proposer des épreuves directement en hypnose. On peut faire de la provocation avec l'hypnose. On peut faire des épreuves en étant un hypno. Moi, ça m'arrive de le faire avec l'hypnose et ça m'arrive de le faire en dehors de l'hypnose, le plus souvent en dehors, mais je veux dire que ce n'est pas incompatible avec l'hypnose. Est-ce que parmi les personnes présentes, il y en a qui utilisent des techniques approchantes ou qui seraient tentées de les utiliser, mais bon, on a Anne-Lise qui nous explique que ça la dérange un peu, cette notion de mensonge, mais est-ce que pour d'autres personnes, vous seriez tenté de l'utiliser? Et éventuellement, Anne-Lise, est-ce que tu peux creuser davantage ce problème que ça te pose de devoir l'utiliser? En fait, il y a un truc qui en tout cas dans mon cas, si moi je vais faire ce genre de séance, mon cerveau va assez vite et anticipe la mascarade, le mensonge, où je sais où ça va aller. Est-ce que donc j'ai toujours un petit peu cette chose avec les clients où je vois que le cerveau va à 10 000, qui voit où ça va aller en fait, qui voit où ça va. Est-ce qu'on arrive quand même à les prendre en... Alors, pour préciser ce que tu dis, quand tu dis un mensonge, même si c'est pour le bien de ton client, tu as l'impression que lui comprend que c'est un mensonge. Oui, mais parce que moi, je le vis comme ça en tant que cliente. Hein. C'est parce que je rapporte un peu à moi ma façon d'être
je vois toujours où le thérapeute va m'emmener, parce que j'essaye de voir où il va. Donc, du coup, moi, quand je le fais, je me dis, bon, alors, comment je vais faire pour pas qu'il se rende compte? Bon, après, c'est de l'entraînement, comme a dit Bruno aussi. Hein. Mais peut-être que c'est uniquement ta perception à toi que tu vas être mise à jour dans ton mensonge et qu'en réalité, la personne en face de toi va te prendre très, très au sérieux et va te croire de A à Z. Oui, mais oui. Est-ce que c'est gênant d'essayer et puis si ça ne fonctionne pas, tu rattrapes le coup? Mm-hmm. Mais encore une fois, je m'en fiche que la personne me croit ou ne me croit pas, Anne-Lise. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est ça, c'est le jeu qui se passe entre le client et moi-même. Et qui me croit ou qui ne me croit pas, je m'en moque. Ce que je dois arriver, c'est qu'il s'engage sans savoir sur quoi il va s'engager à faire l'épreuve. Et rien que le fait qu'il la fasse, c'est déjà réussi, puisque ce n'est pas comme une prescription de tâches. S'il ne fait pas la prescription de tâches, c'est raté. Mais là, le but, c'est qu'il ne la fasse pas. Mm-hmm. Ouais, ok. Mais après, moi, c'est ce que je disais au préalable. Là. Mon but, c'est pas de faire des aficionados, ni de la provocation, ni de l'épreuve, ni de la rhétorique. Non. Donc, tout ce qui est un peu mis sous l'appellation thérapie stratégique, mais d'ouvrir les champs du possible, de savoir que ça existe, et puis de tester des petites choses. Déjà, si vous pouvez tester des petites choses, c'est sympa, quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. D'ailleurs, on va faire une étude de cas, c'est possible? Là, tout de suite? Oui. Allez, qui est Avec partante? non, mais c'est pas. Ah bon, Quand vas-y, je je te dis une laisse étude faire. de cas, je vais pas prendre une personne, c'est pas ça. Ok, Vous allez faire une épreuve. Vous allez inventer une épreuve. Je vous donne les données. Alain, si tu pouvais simplement mettre, quand je te le dirai, quelques données en commentaire, les noter. D'accord? oui, Bon. Là, pour l'instant, tu n'as pas besoin. d'accord. Je vais vous donner l'exemple, c'est un véritable exemple, hein, de Madame Je peux pas. Madame Je peux pas souhaite s'alléger de quelques kilos. Son alimentation est aujourd'hui saine et équilibrée. Après quelques séances avec moi, hein. Rien ne peut être retiré sans mettre en danger sa santé. Ou alors j'en aurais fait une anorexique, ce n'était pas le cas, quoi. Non, bon, encore. La seule piste serait d'augmenter les sorties d'énergie. Mais Madame Je peux pas trouve toujours des excuses pour éviter l'exercice physique. Je peux pas, me dit-elle. J'ai pas le temps. Nous sommes tombés d'accord dans l'absolu. Ce qui serait logique, c'est de faire ces 3 séances d'exercice physique de 30 minutes par semaine. Et elle a plutôt une envie de s'inscrire à l'aquabike plutôt que de faire de la marche. C'est clair? Donc, le but, c'est que Madame Je peux pas fasse ces 3 séances d'aquabike. Je vous donne les données maintenant pour bâtir l'épreuve. C'est là où tu les notes, Alain. Vas-y. L'impatiente, et toutes les données sont vraies, hein. L'impatiente trouve mes séances trop chères. Elle a raison. Madame est lesbienne et vit en couple. C'est une enseignante dans l'éducation spécialisée. Elle défend avec force la cause animale. Petite, elle a subi les assauts d'un frotteur dans le métro. Elle est végane.
Elle a 56 ans. Petite, son père l'obligeait à faire des randonnées. Donc le but, c'est fini. Le but, c'est de créer une épreuve. C'est le à chaque fois que. Chaque fois que, vous ferez. Avec les éléments que vous avez. Alors, Je dirais après ce que j'ai fait. Certaines sont pertinentes, d'autres non. On va prendre quelques instants et puis allez, je vous les ai envoyés. essayer de bâtir une épreuve. Voilà. Dès que vous vous lancez, dès que quelqu'un a une épreuve, il se lance. Alors moi, j'ai un truc qui m'est venu à l'esprit, c'est de... Alors je ne sais pas où elle habite, hein, je ne connais pas si elle est à Paris, ou enfin à Lille, ou dans une grande ville, avec un métro, par exemple. Elle est à Lille. Elle est à Lille, il y a des métros, des transports en commun. Non, mais on a le métro le plus moderne du monde, ça va, oui. Bon, alors moi, je lui dirais chaque fois que vous ratez une séance de sport, vous prenez le métro pour aller vous acheter un hamburger que vous mangerez. Voilà, que vous mangerez. Et ensuite, vous m'appelez immédiatement pour prendre rendez-vous pour effectuer une séance où vous viendrez m'expliquer ce qui s'est passé. C'est une possibilité. Moi, j'étais un peu dans... J'ai juste à critiquer. Ouais. Qu'est-ce qui va l'ennuyer? Parce qu'elle prend le métro actuellement. OK, donc il y avait l'histoire qu'elle avait Ouais. eu ce souci, que ça peut être traumatisme, mais ça va Non, mais ça va c'est l'obliger intéressant, mais elle n'a pas peur de prendre le métro. Hein. ça va l'obliger à se déplacer. Elle est végane, tu lui as demandé d'aller manger un hamburger. Ah, le hamburger, oui. Ah oui. Ouais. C'est pas possible parce que je peux pas lui demander. Je peux pas demander à un végan là, ça serait une peine, ça serait plus une épreuve. D'accord. Tu vois? Mais ça pourrait l'être, tu verras après. Pourquoi pas? Quelqu'un d'autre? Moi, j'étais partie sur à peu près la même chose qu'Alain, donc c'était se faire cuire un steak. Donc voilà, c'était... Ouais, ça convient pas. Ouais, se faire ne serait-ce que se faire cuire un steak, pourquoi pas? Oui, effectivement. Pour moi, c'était l'épreuve, même sans le manger, puisqu'elle est végane, mais le fait d'aller contre son envie, c'est quelque chose qu'elle ne pourrait pas faire, et donc qui peut instaurer la pratique du sport, en fait. Oui, ou d'aller à la boucherie, d'acheter un steak, effectivement. Puisque là, voilà, elle est végane, elle n'aime pas ça, et en plus, elle défend la cause animale, donc d'aller dans cet endroit où on découpe les animaux en morceaux, ça doit être quand même compliqué. Et il y a peut-être quelque chose à faire aussi par rapport à sa vie de couple. Pendant quelques jours, chaque fois Pourquoi pas? qu'elle a transgressé. Pourquoi pas? Est-ce qu'on ne peut pas jouer sur le fait de l'obligation à faire des randonnées comme on a figure d'autorité en tant qu'hypno, le père était figure d'autorité quand elle était petite. Essayer de transmuter ça, je ne sais pas. Comment tu pourrais faire? Lui dire de faire des randonnées, justement. À chaque fois que vous n'allez pas à l'aquabike, vous ferez une randonnée? Ouais, pourquoi pas. Je ne sais pas, essayer en tout cas de trouver quelque chose là. Alors, Anne-Lise propose s'inscrire dans un groupe pour faire un trek de plusieurs jours. Donc, n'oubliez pas que c'est le à chaque fois que. Hein. À chaque fois que vous n'allez pas à une séance d'aquabike, vous faites un trek.
ou vous venez nous voir, parce que les séances sont trop chères. Ah, Et vous payez le double, la séance. il y a de l'idée là aussi. Oui, Céline, Céline et je ne sais pas qui. On ne vous entend pas. Oui, Céline et Miguel. Donc, il y avait l'idée aussi pour faire consommer de la viande. Et après, oui, effectivement, est-ce qu'il y a moyen de jouer aussi sur le fait de, sans payer la séance beaucoup plus chère, mettre une somme d'argent de côté qui servirait à, je sais pas, voilà. Ça peut être aussi une idée, ça, oui. Mais il y a plein de bonnes idées là. C'est-à-dire que vous appuyez sur 2 ou 3 à chaque fois éléments qu'on a, d'accord, et après les ordonner et de voir qu'est-ce qui est le plus efficace. Il y a le côté, j'ai entendu, argent. Ouais. J'ai utilisé, je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai utilisé le côté argent. Et le côté végan, cause animale, j'ai utilisé ce côté-là. Madame, la prochaine fois, et oui, il y a le côté, avec le côté argent, il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, le thérapeute peut être une épreuve. Il y a cet élément-là qui apparaît et que vous allez voir dans ce que j'ai proposé, enfin que j'ai demandé. Madame, la prochaine fois que vous louperez une séance d'aquabike, vous mettrez 50 centimes dans une cagnotte. À la suivante ratée, ce sera 1 euro à mettre dans la cagnotte. Si vous ratez encore une séance, ce sera 2 euros, puis 4, puis 8, et ainsi de suite en doublant à chaque fois la mise. Et cette somme, vous allez me l'offrir à notre prochaine séance, dans 1 mois. Et j'en ferai ce que je veux. Et je lui ai dit ce que j'en ferai. J'en ferai quoi? Tu iras au McDo manger un hamburger. Vous m'assassinez. D'acheter un truc bon steak? En animal. Un vélo d'appart, un truc comme ça. Non, un steak de cheval. En fourrure. Ouais, mais ouais, ça peut être ça. Ouais, mais on peut inventer plein de trucs, non, de ce que je lui ai dit. Et cette somme, vous allez me l'offrir à notre prochaine séance dans 1 mois, et j'en ferai ce que je veux. Je l'offrirai à une association de chasseurs. Aussi. Pas mal. Elle a tout le temps été à ces 3 séquences d'aquabike. C'est formidable. Il faut être joueur. Le but du jeu, c'est on n'a pas besoin de connaître son problème, la cause du problème, ni ce qu'est le problème. Par contre, on a besoin de connaître un peu, mais pas l'histoire de la personne, mais de prendre des éléments comme ça, on les note comme ça, quelques éléments. Puis après, on les ordonne et en disant, il y a d'autres techniques, mais le à chaque fois que, il ne marche pas trop mal. Le à chaque fois que, vous ferez ça. Mais il faut que ça soit efficace. On n'a pas besoin de grand-chose. Amusez-vous à vous dire, tiens, j'aurais bien envie de faire une épreuve. Et vous lancez-vous pas. Mais notez quelques points comme ça, et quand vous revenez chez vous, vous dites, qu'est-ce que je pourrais lui donner et vous la bâtissez. Si vous ne vous sentez pas capable de lui demander, faites-le pas. Mais entraînez-vous d'abord comme ça, et ça fonctionne très bien. Et sur une longue durée, puisqu'elle est valable toute la vie. Hein. Ah oui, et là, pareil, tu lui expliques à l'avance que quel que soit le moment dans sa vie où elle fera ça, elle devra t'amener les sommes qui seront dans le… Ah ben si elle ne va pas à ces séances, oui.
Oui, oui, bien sûr, mais comme bien sûr elle va y aller. Ouais. Vous avez vu comment je fais pour devenir riche? Eh oui, on avait bien compris qu'il y avait un loup quelque part. Et ça, c'est mettre le thérapeute dans l'épreuve. Et Et est-ce un autre truc aussi de l'importance de l'épreuve, c'est qu'on prolonge le thérapeute en dehors de la séance. C'est-à-dire qu'on est présent toute la semaine sans être là. On prolonge la séance. c'est l'épée de Damoclès? Ouais. Voilà, j'ai fini. Bon. Est-ce que tu peux nous citer les épreuves? Alors attends, je vois qu'il y a un petit message, ça doit être Anne-Lise. Et si elle y va pas quand même à ces séances d'aquagym, ben, il faut qu'elle amène la petite somme. Ah ouais? Ah oui. Si Mais, elle ne va pas à ces séances, elle me ramène la somme. Et je la donnerai à une association de chasseurs. Ah, parce que ça, par contre, ah bah oui. et tu lui dis que tu feras mettre le reçu à son nom? Je sais pas, j'ai pas elle a été à ces séances. Mais sinon, je l'aurais donné, j'aurais demandé un reçu, je lui aurais donné le reçu. Hein. La question d'Anne-Lise, c'est et si elle ne le croit pas? Que je vais le Mais faire. Mais oui, mais en fait, je crois que ce qui est important de comprendre dans tout ça, là, nous, on est dans la réflexion où en fait, on connaît un petit peu les rouages, donc on se dit, ouais, mais ça ne marchera pas, tout ça. Mais en fait, l'objectif, c'est à un moment de coincer la personne dans sa logique. Et quand elle donne son accord, quand elle accepte, c'est mettre la main dans un engrenage. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de possibilité de se rétracter puisqu'elle a donné son accord, elle est venue pour une thérapie, elle dit, bon, ok, j'y vais, je vais accepter ce que vous allez me proposer. Et donc, oui, forcément, elle va essayer peut-être de contourner, de ruser, mais au final, écologiquement parlant, l'économie la meilleure pour elle, c'est d'accepter ce qui est proposé, parce que la dépense supplémentaire qui lui est proposée est tellement plus coûteuse que de faire ce qu'elle doit faire que ben, elle accepte quoi, au final. Mais ça ne fonctionne pas si elle ne s'engage pas sans savoir ce qu'on va lui demander. Hein. C'est ça. Il faut que ce soit fait avant. Ouais. Il y a eu une expérimentation qui avait été faite où des gens avaient testé justement ces techniques de l'engagement. Parce que c'est typiquement ça, hein, c'est demander aux personnes de s'engager à quelque chose. Et il y a un groupe d'universitaires qui étaient dans la rue et qui demandait à des personnes de signer une pétition pour la cause animale. Et tous les gens qui signaient de bon cœur, ben, ça ne les intéressait pas. Ce qui les intéressait, eux, c'est les gens qui étaient contre ça, qui n'en avaient rien à fiche, ce n'était pas leur problème. Et ils sont tombés sur une personne, justement, qui disait, ouais, non, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, la cause animale, ce n'est pas mon truc. Moi, je suis chasseur. Et ils ont dit, oui, mais enfin, ça ne vous engage à rien. C'est juste mettre une signature. Nous, ça nous permet d'avoir des signatures supplémentaires. Après, nous, ce qu'on en fait, bon, vous en fichez, ce n'est pas votre truc. Et ils ont convaincu la personne de signer. Et donc, ils ont pris son adresse, ses coordonnées. Ils ont laissé passer 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. Et ils sont venus frapper à sa porte en disant bonjour, voilà, vous avez signé la pétition pour la cause animale, donc on vient vous voir pour discuter avec vous. La personne n'a pas pu leur refuser de les laisser rentrer et ils lui ont proposé de participer à des projets justement pour la cause animale, pour aider les animaux, pour les sauver. Et elle est devenue une des personnes les plus actives dans ce domaine par la suite, parce qu'elle était dans l'incapacité de refuser. Et l'énergie qui est nécessaire pour se rétracter d'un tel engagement est tellement énorme psychologiquement que les gens n'y arrivent pas. Ce n'est pas possible. Et par contre, et là où je rejoins quand même Anne-Lise, et ça c'est notre rôle, et puis de toute façon je ne peux pas imaginer que ça soit différemment, mais c'est l'éthique. C'est comme, je vous ai parlé de la rhétorique. Les techniques de rhétorique sont des armes très très efficaces pour manipuler. Et nous, on doit accepter de manipuler.
mais de façon éthique. C'est-à-dire que nous, on le fait pour que la personne change alors qu'elle vient nous dire, alors que nous, on sait, ça c'est un postulat, hein, qu'elle vient pour ne pas changer. Notre éthique, elle est là. Moi, j'accepte de manipuler les gens, de les convaincre et donc de les manipuler, mais avec une certaine éthique, hein, forcément. Et l'éthique, c'est l'éthique de thérapeute, faire en sorte que la personne se sorte de son symptôme ou je ne sais pas quoi. Voilà. Hein. Parce que sinon, on peut utiliser ça, la provocation, comme ce que tu viens de dire, à d'autres fins. Hein. Mais c'est comme l'histoire du marteau. Un marteau, c'est fait pour planter des clous ou pour fracasser la tête de quelqu'un. Ça demeure qu'un marteau. C'est ça, c'est l'usage qui, en effet, qui est important. Bon, est-ce que vous avez des questionnements, des précisions à demander? Profitez-en, Bruno est là, il peut vous répondre. Moi, je trouvais ça très intéressant pour les gens qui sont en désaccord en métaprogramme, les désaccordeurs. Et je trouve que, ouais, effectivement, ça peut être très pertinent d'utiliser cette technique. Est-ce que ça fonctionne de la même manière? Est-ce que tu l'utilises de la même manière avec les jeunes enfants? Est-ce que tu obtiens les mêmes résultats ou est-ce que c'est plus compliqué, il faut plus J'ai de déjà fait en subtilité? systémie, mais des choses beaucoup plus adaptées aux enfants. Hein. De toute façon, tout est personnalisé, donc adapté. C'est nul ce que je viens de dire, adapté à, tout doit être adapté. Donc, que ce soit un enfant, un adulte, une femme, un homme, n'importe quoi, c'est adapté, c'est personnalisé. C'est ça qui est intéressant. Tout est personnalisé. Oui, j'ai plus de. Oui, si. Ça fait partie de. Là, on a peu de temps. Hein. Quand je faisais de la formation, c'était beaucoup plus long. Je pense que c'était en 3 jours. Oui, il y a des cas avec les enfants, oui. J'ai pas les exemples en tête comme ça. Mais oui, avec les enfants. Avec les enfants, mais tout le temps en systémie avec les enfants. Tout le temps avec les parents. Et est-ce que tu as eu des cas où les personnes ont dans un premier temps accepté, elles ont fait l'épreuve et puis au bout d'un moment, elles ont commencé à se distancier avec ça et elles ont préféré laisser tomber? Ça t'est arrivé? Oui, bien sûr, oui. Comme ça arrive que des personnes, on ne sait pas pourquoi, ne reviennent plus. Oui, bien sûr. En termes de provocation, je commence souvent comme ça sur la formation de provocation. Moi, j'ai eu une patiente, c'était la première fois qu'elle venait. Elle venait pour le poids. C'était une personne qui faisait, je pense, 130, 140 kilos. Et elle vient et je n'ai pas pu en placer une. Et elle bassine, et elle bassine. Mais vous comprenez, j'ai pas le temps de manger, j'ai pas le temps de faire la cuisine, et j'ai mes enfants à m'occuper, j'ai mon travail. Elle était cadre financière pour une banque. Et patati et patata. Au bout d'un moment, j'ai dit, bon, je l'ai laissé. C'était que ça. Et elle se trouvait plein d'excuses par rapport à son poids, et puis plein d'excuses pour pas faire d'activité, plein d'excuses pour pas. Enfin bref, vous comprenez le truc. Je l'ai laissé. Je ne sais plus combien de temps ça a duré, mais j'ai laissé dire. Puis je me suis levé. Je lui ai dit, mais ça a duré quoi, 10 minutes, hein, 15 minutes peut-être. Je me suis levé et je lui ai dit, oh, zut, j'ai oublié, j'ai piscine avec mes enfants, excusez-moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 6 heures du matin. Elle est revenue. L'épreuve était pour toi aussi. Ouais, souvent, ouais, ça m'est déjà arrivé. Oui, elle est revenue. Elle était beaucoup plus calme et puis là, on a pu faire une séance sympa. Il faut avoir beaucoup d'imagination, de la répartie,
de l'humour, il faut être un brin provoque. J'ai une question. Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un mente en disant qu'il avait fait la prescription, là? Alors, parce que le message, si la personne se rend compte que tout ça, c'est des mensonges, en fait, que le thérapeute est dans un mensonge, est-ce que son inconscient, il ne comprend pas qu'il y a un jeu qui est... Est-ce que c'est déjà arrivé? La personne dise avoir fait la prescription alors qu'elle n'a pas fait du tout. C'est une question, hein. Sans doute, oui, que c'est déjà arrivé, oui. Parce que je m'en suis rendu compte, peut-être pas. Mais elle est un peu piégée, hein, parce que Oui, en fait, elle est piégée, mais est-ce qu'il y a eu si elle me dit, mais j'ai fait si on prend la personne des 30 pompes, si elle me dit j'ai fait les 30 pompes, bah donc vous n'êtes pas débarrassé de votre symptôme, hein, c'est ça. Ok, bah alors on continue. Et donc elle continue à me donner de l'argent. Je suis d'accord qu'il me mente. Mais oui, peut-être que des fois, on est tous faillibles, hein, peut-être que j'ai pas vu. Oui, mais quel intérêt? Alors peut-être Je pense honnêtement que les personnes ne m'ont jamais menti. Oui, je pense aussi. Mais il y a des gens peut-être qui sont purvenus. Là, je ne peux pas te donner je l'ai pas en tête, mais peut-être qu'elles sont purvenues, oui. Mais oui, mentir, je pense pas. elles ont coupé la thérapie plutôt que de Mais elles auraient venir. pu couper la thérapie en dehors de ça pour plein d'autres raisons, hein, Et je pense qu'il y a aussi la notion d'engagement qui fait que on adhère finalement. Ouais, c'est très fort l'engagement comme ça. Mais n'oubliez pas le triptyque comme ça, ayez-le en tête. Et peut-être acheter les bouquins, là, la thérapie provocatrice de Frank Farrelly, Ordeal thérapie, et puis par la suite, peut-être un bouquin sur la rhétorique. C'est intéressant d'avoir quelques idées. Et il y a un bouquin qui est vraiment aussi intéressant, c'est la thérapie stratégique de Jay Haley. Voilà. Lisez un peu ces bouquins. Mais pour faire plaisir à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui je suis pas forcément d'accord, hein, mais j'aime bien le personnage, c'est Thierry Zalik. Vous le connaissez, Thierry, vous? Oui. Enfin, par Internet. Ouais. Attendez, je vais essayer de vous trouver ça. C'est un bouquin qu'il a écrit qui s'appelle... Non, c'est pas celui-là. Bon, je vais vous... Donne-moi le titre, je vais qui essayer s'appelle Le Dénudeur. C'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains, ce bouquin. Hein. Mais il est intéressant. Et à un moment donné, il y a une dame qui, dans l'histoire, hein, c'est un roman, hein, quelque part. Elle vient et elle dit, je viens vous voir parce que j'ai un cancer. Et le thérapeute, il lui dit, superbe. Et puis ça se dégage comme ça, et elle dit, quoi, superbe? Ouais, je suis pas cancérologue. Enfin, vous allez pouvoir réorganiser votre vie, vous avez une chance, là, comme ça. Puis à un moment donné, le thérapeute dit, j'ai envie de vous embrasser. Bah, ça, vous n'avez pas le droit, non? Non, vous avez raison, j'ai pas le droit de vous embrasser. Mais d'ailleurs, je me pose la question. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais vous embrasser avant ou après votre guérison. Et là, il lui dit qu'elle va guérir. En tous les cas, que c'est possible qu'elle guérisse. Ça fait partie de choses comme ça. Bon, c'est beaucoup plus cru dans le bouquin, je ne l'ai pas tout en tête, mais lisez Le Dénudeur.
c'est la thérapie provocatrice de Farelli. Il est intéressant le bouquin de Thierry Salic, le dénudeur. Il se lit très très bien. Hein. La première partie, c'est un psychanalyste. Thierry, c'est un peu autobiographique, je pense. Exagéré, mais la première partie, c'est le psychanalyse. Et donc, on voit certains personnages qui est suivi par un psychanalyste. Et c'est un psychanalyste un peu désabusé, un peu comme l'a été, je pense, Thierry. Alors, on a Anne-Lise qui nous dit qu'effectivement, il est dans la provocation. Mais comme il le dit souvent, il est amoral. Ouais. Et la deuxième partie... Façon Roustan, hein, il est très, très, très proche de la technique de François Roustan pour ça. Oui. Qui allait très fort. Hein. François Roustan, il allait très fort et il était capable de dire, mais votre problème, ça ne m'intéresse pas, quoi. Pour le déshabiller, justement, le dénuder jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'issue. Ça aussi, il faut oser, quoi. Oui. Mais voilà, il y a plein de façons de faire et il n'y a pas de vérité. C'est ça, je vous l'ai dit au départ. Il n'y a aucune vérité, on ne sait rien. C'est des postulats, c'est des croyances. C'est nos croyances. On croit en ça ou on n'y croit pas, c'est tout. C'est nos croyances. Et celui qui dit, voilà, c'est hallucinant. Et moi, je commence tout le temps comme ça. Je suis tout le temps sidéré. Des fois, souvent, les gens me disent, j'ai déjà vu un psychologue. Je dis, ah bon? Quel psychologue? Ben, ils me disent, monsieur et madame Intel. Je dis, non, je ne vous demande pas son nom. Quelle école? Plutôt clinicien, analytique, comportemental. Ben, j'en sais rien, moi, monsieur. Ils ne savent pas. Ça n'existe pas, un psychologue. C'est comme à la télé, quand on nous par rapport à la... Expert en économie, mais jamais il y en a un qui nous dit, mais c'est quoi? C'est un économiste marxiste, libéral? On ne nous le dit pas. Ça n'existe pas un expert économique. Ça n'existe pas un psychologue. Ça n'existe pas un thérapeute. Et moi, je dis ce en quoi je crois à mes patients. Voilà. Anne-Lise, je suis un gros menteur, mais je suis aussi quelqu'un d'authentique. Et il aime ses clients. Oui, bien sûr. Ouais. Et il les embrasse après qu'ils aient guéri de leur cancer. Non, je l'ai dit, on ne peut pas coucher avec ses patientes, même pour les vétérinaires. Voilà. Allez. Bon, bah, écoute, merci infiniment, Bruno. Est-ce que vous avez une dernière question? Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir participé à cette présentation de Bruno. Merci. Je voulais terminer quand même. Je voulais te remercier quand même, toi et puis Thierry, puisque vous êtes les deux, à faire comme ces veillées, là, ces soirées, je ne sais plus comment tu les appelles. Les veillées hypnoquantiques, oui. Avec différentes écoles, courants, je ne sais pas, croyances de chacun. Moi, je suis très, très loin par exemple, du spirituel, du quantique, voilà, mais c'est pas très grave, quoi. À partir du moment où on le dit aux gens, ce à quoi on croit, ça, c'est important. Donc, c'est bien. Parce que généralement, les gens, ils font des trucs dans leur domaine, quoi. Mais, tu vois, voilà, pour se conforter dans son propre truc à soi. Et c'est bien d'ouvrir à différentes personnes comme ça, qui peuvent se respecter tout en n'étant pas d'accord. Je voulais quand même terminer, parce que ça me fait... Pardon, excuse-moi. C'est pour Anne-Lise, sur le mensonge, Anne-Lise. C'est quelque chose aussi que je développe longuement, mais en thérapie stratégique, si la personne est croyante, je suis croyant. Ou des fois, je vais carrément à l'encontre de sa carte du monde, ça dépend, si j'ai envie de la provoquer le symptôme, enfin, mais voilà. Ce qui est intéressant en thérapie stratégique, c'est qu'on peut être toutes les thérapies à la fois.
moi, j'ai déjà été transpersonnel, alors je n'ai rien à foutre de du transpersonnel. J'ai déjà fait du transgénérationnel, j'en ai rien à faire du transgénérationnel. Pour moi, c'est que du mensonge, pour moi. Hein. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant en thérapie. On peut être tout et rien à la fois. Voilà. Allez, ciao. Merci, Thierry. Bonne soirée. Beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Bonne Au revoir. soirée.